d'être avec nous. Ça fait bien plaisir, le studio est rempli. Un QG chaque vendredi à 17h sur la chaîne de Jimmy, le reste sur mes réseaux toute la semaine. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous rajouter sur Insta aussi. Je vois que ça monte. Jimmy Labeu, Guillaume Play. Merci d'être là de plus en plus nombreux. Alors, merci à vous. Qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Je vais dire, mais t'as manche longue en fait, ça, c'est ton tatouage, on dirait que c'est la même couleur quasiment. Bah oui. C'est bien ça. On reçoit un invité exceptionnel aujourd'hui. Vous voyez, on a des boucliers de la police. On a un ancien membre de la BRI qui a fait les assauts au Bataclan, à l'Hypercachère. Il sort un livre qui s'appelle BRI, les formes de l'ombre. On accueille, c'est son pseudo, Philippe de Paris. Merci de venir jusqu'à nous. Merci de m'accueillir. Je suis flatté. Bon, tu gardes évidemment ton masque, pas pour le Covid là, parce que voilà, on s'est fait tester, on est vacciné, mais c'est en plus pour l'anonymat. Tout à fait, un peu plus de discrétion. Avec la casquette aussi. Ancien membre de la BRI, Philippe de Paris, c'est un pseudo, on est d'accord hein? C'est un pseudo. Parce que je vous disais, c'est vraiment un coup de bol, sinon vraiment. J'ai gardé que le prénom. Ouais. Alors, on va en parler. Vous avez sorti un livre, ancien opérateur de la BRI. Vous avez sorti un livre qui est donc vrai, pas vrai, c'est romancé, c'est des vraies histoires. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? En fait, c'est un roman, il y a une ligne directrice et j'ai intercalé différents types de tiroirs par rapport à mon vécu et au vécu de la brigade, et de ce que j'ai vécu également dans ma carrière de policier. Mais la base est fictive. L'idée à la base, c'était aussi de mettre en avant les opérateurs. D'accord. Par exemple, Fifi, c'est toi? Pas spécialement. Non, parce qu'il y a des personnages que tu peux peut-être identifier, c'est ça? T'as décrit des mecs dedans. Non, si tu veux, c'est un mélange. C'est un mélange. Donc chacun peut y trouver, mais inspiré T'as vécu quoi. des collègues, tout simplement. On a adapté un petit peu le décor, on a adapté aussi le fond. Regarde, on t'a fait un petit fond spécial pour la BRI, alors voilà, qui va s'animer, voilà. Alors c'est pas des gens de la BRI, mais c'est juste un. Bah là, on voit que c'est pour une vidéo, parce que déjà les opérateurs n'ont pas de lunettes. Au niveau des moyens balistiques, des casques, c'est un peu léger, mais ouais. On a affaire à un professionnel. Alors il voit les défauts. Alors, il voit les petites failles. On va commencer parce qu'on a plein de jeux à faire avec toi. On a ramené beaucoup de matériel. Vraiment, on a eu beaucoup de chance d'avoir plein de choses exceptionnelles aujourd'hui. On commence toujours par le CV de l'invité. C'est des petites questions simples, réponses simples. Alors, tu as le droit de mentir sur certaines, évidemment, pour l'anonymat, mais sinon, si tu peux nous répondre pour le reste, qu'on comprenne un peu qui est un membre de la BRI, comment ça se passe au sein de la BRI. C'est parti. Alors, nom, prénom, âge. Bon, ton nom, j'imagine que tu ne le diras pas. Donc, Philippe, de Paris, j'ai 47 ans. Point sur le permis de conduire. Techniquement, j'en avais 12. Mais en venant aujourd'hui, j'en ai perdu 8. En repartant la dernière fois, non, c'est vrai, je me suis pris le flash d'ici les Moulineaux. Ah mais ça, on a fait une réunion avant pour préparer. Donc, voilà. Revenu fiscal déclaré. Combien ça gagne un agent de la BRI qui risque sa vie? On a eu un pompier il n'y a pas très longtemps, c'était assez intéressant de se rendre compte. En fait, la fourchette, c'est difficile à évaluer. Ça va dépendre de ton ancienneté, de ton grade. Pour toi, c'était quoi, grosso merdo? On imagine? Moi, là, sans la prime, en tant que... je suis major, hein, je suis à peu près à 2800 €. D'accord. Par mois net? Ouais. Donc je vois que tu as le masque de la BRI. Ouais. Tu as les chaussures avec le logo de la BRI sur les stands. Tu as la montre BRI. On est sûr que c'est un vrai. Là, il y a un micro chez lui, BRI, pareil. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'amicale de la BRI qui m'a soutenu dès le départ. Toi, c'était mon premier soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à leur page parce qu'il y a un petit private joke avec eux. Ils veulent dépasser les 10 000, donc n'hésitez pas. La BRI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la brigade de recherche et d'intervention. C'est ça. En fait, c'est l'unité d'assaut de la police judiciaire. C'est ça? Alors, c'est une des plus vieilles unités de la capitale. À la base, elle a été créée en 1964 parce qu'à l'époque, il y avait une grosse recrudescence des vols à main armée sur la région. Et donc, l'idée, c'était d'arrêter ce type d'action. Par la suite aux Jeux Olympiques de 72, où il y a eu la grosse prise d'otages, il a fallu une force d'intervention sur la capitale. Et ça a été concomitant avec la création des anciens groupes d'intervention de la police nationale, les JPN, qui étaient dispatchés sur tout le territoire. Donc en fait, la BRI, c'est un service de police judiciaire et également un groupe d'intervention. Tu étais en 98-99, tu rentres à l'école de police, en gros, 98, pour comprendre. Pourquoi ça t'a motivé, en fait, la police? Là, c'est à quel moment tu te dis, tiens, je rentre dans l'école de police, j'abandonne tout le reste? Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta famille, dans ta vie, ou c'est juste la passion de la police? Non, pas particulièrement. Enfin, du moins, je parle en termes d'événements. J'avais envie de faire un job qui me permette d'avoir des choses différentes tous les jours, en fait. Quelque chose de pas routinier. Et c'est le gros avantage de la police. La police, tu prends ton service, tu sais jamais ce qui va se passer.
Ça, Là, c'est vraiment le cas au bout de 20 ans de carrière, là. Ouais, carrément. C'est ça. Ouais. Il y a toujours. Il y a toujours des petites similitudes, tu sais, notamment en termes d'intervention, même sur la voie publique. Mais globalement, tu peux pas savoir ce qui va arriver. Ouais. Et donc, tu avais une anecdote aussi avec de la poudre. Alors ça, c'est énorme. Ouais. T'arrêtes quelqu'un qui a un énorme sachet, là, tu te dis, putain, je fais une intervention de ouf. Alors en fait, ouais, c'était sur une de mes premières affectations. Donc j'étais aux îlots. Les îlots, c'était ni plus ni moins que ce que font les policiers de police secours, mais dans un secteur bien défini. J'étais stagiaire. Et avec mes collègues, on voit un véhicule qu'on passe au fichier, le véhicule est volé. Il est volé, mais il est plutôt en état d'épave, tu vois. On voit que c'est un véhicule qui n'a pas bougé depuis un certain temps. Et à l'intérieur, il y a une personne. Donc forcément, on converge, on va la contrôler. Et on voit tout de suite que c'est un sans-abri. Donc on continue le contrôle. Et lorsqu'on fait sortir ce monsieur, il laisse tomber quelque chose entre ses jambes. Et au sol, qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros sachet avec de la poudre blanche. Ah. Il y a de la farine. Ouais. Donc nous, t'imagines stagiaire, je dis putain, c'est l'affaire du siècle, c'était notre petite... Pablo Escobar. Ouais, c'est ça. Donc on appelle nos supérieurs, on emmène le mec au commissariat, on emmène le sachet, voilà, il y a tout le monde qui vient voir. Et si tu veux, le contenant part à l'analyse et le collègue revient 3 quarts d'heure après et puis il nous dit désolé les gars, c'était de la lessive. Mais il ne te disait pas que c'était de la lessive, le mec? Non, mais ça c'est le contrôle s'était super bien passé. Et on lui a posé la question, il nous a jamais répondu. Regardez les cons, là, regardez. Regardez. C'est de la lessive, je sais très bien. C'est pas de la coupe. Puis on est loin des clichés où tu vas sortir pour goûter, voilà, tu vois. Ah, vous faites pas ça, vous? Non, ça fonctionne pas comme ça. Ah, c'est vrai? Heureusement d'ailleurs. Après, t'arrives à la BAC 75 nuit. Ouais, je suis parti à la BAC 75. T'as fait des courses-poursuites? Écoute, c'est ce qui m'a le plus manqué quand je suis parti de la BAC-N. Ça t'a manqué? C'était les chasses, c'est on appelle ça les chasses. L'adrénaline, c'est exaltant, tu vois. Moi, je trouvais ça vraiment tripant. Par exemple, la BAC dans Paris, quand toi t'es dans une voiture, t'es déjà monté à combien en course-poursuite? Ça monte à 200, facile. Mais non. Mais moi, j'étais à la BAC nuit. Donc dans Paris? Ah, dans Paris. Enfin, pareil, pour moi, le périph', ça compte. Donc, 200 périph'. Ça va vite. Et genre, tu te fais flasher quand tu... Ouais. Et là, c'est pas grave? Non. Oh, il faudra savoir, c'est Philippe. Alors ça, c'est génial, ça, quand même. C'est seulement l'intervention. Seulement l'intervention, oui. d'accord. Ouais. Non, mais c'est incroyable, ça, quand même. 200 km/h, c'est beaucoup, hein. J'aimerais qu'on fasse un truc, c'est qu'on va te faire un tableau. Tu vas nous dire si tu as fait ou pas fait. On va t'énumérer plein de choses qu'on imagine dans une situation de police. Tu vas nous dire si tu as déjà fait, d'accord? Ok, allez, c'est parti, on y va. On a déjà une petite réponse sur la première. Sur laquelle tu as déjà répondu. Une course-poursuite. Déjà fait. Est-ce que comme dans les films, quand tu es dans la BAC ou à la PJ après, ou à la BRI au renseignement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de réquisitionner une voiture et de dire police et de prendre une voiture à quelqu'un? Non, mais ça m'est arrivé de monter sur un scooter. Et tu montes derrière sans casque? Ouais, on est monté derrière. Et pressé. Alors c'était il y a 20 ans, mais bon, maintenant je le ferai peut-être plus. Mais... Et genre, t'es avec le flingot et t'es derrière? Ah non, je t'ai pas dit que je sortais l'arme. Ah ouais, d'accord, très bien, très bien. Bon, en tout cas, jamais fait pour ça. Jamais fait. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà eu un interrogatoire musclé? Est-ce que tu as déjà fait un interrogatoire musclé? Oui. Non, parce que je faisais pas d'interrogatoire, moi, dans ma partie, non. Est-ce que tu as déjà fait une opération d'infiltration? Non, jamais. Jamais? Tiens. Alors, participer à une opération secrète? Oui. Hop, c'était quoi? Enfin, non. Ça veut dire quoi une... C'est... Alors, ça veut dire quoi une opération secrète pour qu'on comprenne un exemple? Opération secrète, au sens large du terme, c'est quelque chose qui est pas forcément médiatisé, mais qui est dans un cadre légal strict, tu vois. Ça, c'est essentiellement ce qu'on faisait au renseignement. Est-ce que tu as déjà sorti ta carte de police pour éviter un contrôle? Est-ce que tu t'es déjà fait arrêter perso? T'as fait les gars, je suis avec vous. En vrai? Alors... Philippe, allez. Non mais tout le monde le ferait, ça. Est-ce que j'ai déjà montré ma carte sur un contrôle? Ça m'est déjà arrivé. Bah merci. Ah, c'est une vraie chose. Merci. C'est sûr. Aton du GIGN nous avait raconté qu'il avait déjà fait aussi, tu te rappelles, les montées sur beeper, etc. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà fait sauter l'amende d'un pote? Alors, ça m'est arrivé, mais il y a longtemps. En fait, c'est une demande d'indulgence. C'est pas, t'arrives, est-ce que tu peux me faire sauter? Non, voilà, c'est une demande d'indulgence. C'est quelque chose qui était vraiment codifié. Est-ce que tu es déjà intervenu alors que tu n'étais pas en service? Oui. À une époque, j'étais dans un bar que je fréquentais régulièrement et il y a un mec bourré qui avait pété la vitre et qui s'était barré en courant. Donc, j'avais couru après avec un copain, on l'avait interpellé. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas été plus loin. Est-ce que tu as déjà dû tuer quelqu'un? Non. Tu vas nous raconter, là, parce qu'on va parler un peu des assauts de la BRI, etc. Parce que vous êtes nombreux dans les colonnes. Ouais. Tu vas nous raconter ce que tu fais exactement. Merci en tout cas pour toutes tes réponses. Merci à vous.
ta franchise. En tout cas, Merci. C'est un boulot qui t'a plu, ce qui prend au trip quand on s'engage comme ça. Tu regrettes pas 20 ans de carrière, par exemple, dans la police? Non, franchement, non. Et juste pour terminer sur la BAC nuit, une fois que tu es appelé, tu disais, parce que je t'ai posé des questions, on a discuté un peu avant l'émission, et tu me disais que tu avais des images qui t'étaient restées en tête. Je t'avais demandé si comme les pompiers, on a eu un pompier il n'y a pas longtemps, il disait que parfois il avait des images qu'il avait du mal à oublier. Toi, tu disais que c'était pendant un incendie à la BAC 75. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour expliquer un peu? J'étais jeune flicard à la BAC 75 et on intervient sur un incendie. Donc c'était dans un hôtel. Et l'hôtel, c'était un brasier, vraiment un gros brasier. Et nous, on avait été appelés en sécurisation pour aider à sanctuariser la zone pour pas que les gens, les badauds, tout simplement, viennent gêner le travail des pompiers. Comme les collègues de l'arrondissement avaient bien fait leur travail, c'était déjà sanctuarisé, donc on avait l'occasion un petit peu de grenouiller, d'aller à droite à gauche. Et moi, j'étais assez subjugué par le travail des pompiers. Parce que vraiment, quand je te dis que l'immeuble était en feu, c'était un brasier. La tour infernale, les flammes partout, la fumée qui sort de la porte d'entrée. Et tu avais les soldats du feu qui rentraient, qui ressortaient. Et il y en avait un qui m'a relativement impressionné parce qu'il partait de l'extérieur, il avait une échelle recourbée, tu vois, et il l'accrochait et il montait d'étage en étage. Et là, je me dis, putain, franchement... Faut y aller, quoi. Franchement, ouais, il faut y aller. Et donc je me retrouve à côté du PC de commandement des pompiers. Et là, il y a un soldat du feu, un pompier, qui sort du bâtiment en flammes avec la fumée. Tu vois, ça fait un petit peu cinématographique, mais dans l'idée, c'est l'image que j'en ai gardée. Et il a un truc à la main. Et ça n'a pas l'air relativement lourd parce qu'il se déplace relativement vite, très rapidement. Et il le dépose à mes pieds, à côté de son chef, et il se barre. Et là, son chef le rappelle et lui dit « Tu peux pas laisser ça là ». Ah merde. Donc moi, je suis toujours captivé par le mec qui est... Ce pompier qui est en train de monter les étages. Et quand je baisse la tête, en fait, je m'aperçois qu'il a déposé à nos pieds le reste d'un corps calciné. Avec, tu vois, je sais que c'était une femme parce qu'il y avait une mèche de cheveux blonde, sanguinolente. Et là, comme je m'y attendais pas, en fait, j'ai pris le package, hein, l'odeur, le visuel. Et ouais, ça m'avait fait un petit coup, cette image qui m'a marqué quelques nuits. Ouais. Et ça, quand on est à la BAC, on arrive à oublier après avec les jours ou c'est des trucs qui restent en tête? Ouais, ça s'est estompé, tu vois, je le parle parce que maintenant, au fur et à mesure du temps, le cuir s'épaissit, hein, pour reprendre un collègue. Mais ça reste dans mon vécu et c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a pas empêché de dormir sur le long terme, mais au début, c'était un petit peu difficile. Ouais. Dans ton livre, tu racontes une anecdote, alors je ne sais pas si celle-là est tirée d'une histoire vraie, ça s'appelle BRI, les formes de l'ombre, un polar au cœur de l'antiquité. C'est chez Mareuil, qu'on embrasse fort, Mareuil Éditions, qui font plein de livres hyper intéressants, dont celui de Philippe de Paris, si vous allez chercher. Et en fait, tu parles à un moment donné, vous arrivez sur une scène où il y a des Américains dans Paris. Ouais. Est-ce que ça s'est inspiré d'une histoire vraie? C'est une histoire vraie, ça. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, en fait, si on veut remonter à la base, c'était le soir du Nouvel An. Et je venais de me prendre un vent par un mec que j'avais pourchassé. Te prendre un vent, c'est qui t'a semé? Grave, jamais récupéré. Donc ouais, j'étais un petit peu, je vais pas dire de mauvaise humeur, mais j'étais un peu vexé. Dégoûté, ouais. J'étais un peu vexé. Mais bon. Et on remonte dans la voiture, mes collègues me récupèrent et peu de temps après, on arrive, on est boulevard de Clichy. Et là, il y a quelqu'un qui tape sur ma fenêtre. J'étais à l'arrière. Et donc forcément, je suis surpris parce que je ne l'ai pas vu venir. Et il y a une marque, il y a la marque de sa main. Mais une marque, une trace de sang, tu vois. Ah, avec du sang, ouais, okay. La marque de sa main. Donc forcément, on s'arrête immédiatement. Et là, on tombe sur une situation où il y a un groupe d'Américains qui étaient en voyage pour le Nouvel An à Paris. Et ils ont fait une mauvaise rencontre. Et ils étaient 5-6. Et sur les 6, en gros, tu en as 3 qui ont pris des coups de couteau. Donc ils sont en détresse vitale. Beaucoup de coups de couteau. Ouais, là c'est vraiment très compliqué. En plus tu arrives, tu as 3, donc il y a la barrière de la langue, ça c'est compliqué. Ouais, déjà. Même quand je baragouine un peu anglais, mais c'était embêtant. Donc par chance il y avait un mec qui parlait anglais à côté, mais il était un peu réticent vis-à-vis de la police et il a fallu qu'on lui fasse comprendre que voilà, là il n'y a pas de policier, il n'y a rien, on est là pour aider les gens. Donc il nous a aidés à ce niveau-là. Et par chance, on est tombé, il y avait juste derrière nous, à une cinquantaine de mètres, un véhicule de la sécurité civile. Tu vois, en gros, c'est comme c'est secours à personne. C'est ceux qui m'ont donné la formation. Moi, j'ai un bébé, c'est pour les secours et tout. C'est vachement bien ce qu'ils font. Ils font un travail fantastique, comme les pompiers. Et eux, ils ont il y a plein de bénévoles à la sécurité civile. Tout à fait. Et là, pour le coup, ils ont pu intervenir tout de suite. Et je te cache pas que ça m'a ôté une grosse épine du pied parce que les blessures de couteau, c'est compliqué. Tu vois à l'extérieur, mais tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur.
Et quand tu dois en plus gérer l'environnement, c'est problématique. Et donc, effectivement, c'est ce que je décris dans le bouquin. Et ce que j'ai pas raconté en plus, c'est que vient se greffer à ça une dame qui arrive et qui nous dit « Attention, plus haut, il y a un mec avec une batte de baseball qui est en train de se battre. » Quoi? À 100 mètres. Putain, ça fait une grosse soirée, là. Et en fait, si tu veux, donc on se déporte. Je pars avec mon collègue. Mon collègue, il se casse la figure du trottoir, il glisse, il se fait une entorse. Mais il continue à courir. Tout seul, et quand on arrive sur place, non, il est avec moi. Donc on arrive sur place, donc on interpelle effectivement ce mec qui a la batte de baseball, c'est un ancien. Et on arrive à avoir la chronologie du truc. Ce qui s'est passé, c'est que le groupe avait été attaqué, agressé par 4 individus. Ok. Donc celui qui avait porté les coups de couteau a été interpellé par une police secours un peu plus bas, tu vois. Et les 3 autres s'étaient réfugiés dans le café où se trouvait ce monsieur qui était le patron du bar avec la batte de baseball. Là. Donc tout était lié, mais quand tu es sur place et que tu dois gérer tout ça, c'est assez compliqué. Et les Américains? Et ben malheureusement, il y en a un qui est mort. Ouais. Ah oui, donc c'était vraiment pas... Non, vraiment il y en a un grave. qui est décédé. Ouais. Wow. Et le gars a pris quoi? Je sais pas, je crois qu'il n'était pas pénalement responsable. C'est pas vrai. Ah, Ça veut dire quoi, pas pénalement responsable? Il n'était pas très bien. Ouais, bah, c'est le principe, mais c'est souvent quand même les problèmes en ce moment. Merci pour tes histoires. Bah, en tout cas, nous raconte un peu des anecdotes. Tu vois, quand tu dis mes histoires, au-delà de ça, c'est nos histoires, parce que ce qui est un peu l'extraordinaire du citoyen, bah, c'est souvent le quotidien du policier, ça faut bien l'avoir à l'esprit. Les flics dehors, c'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué, la délinquance, elle a évolué. Et ce type de situation, tu vois, si on faisait faire un rapport avec l'Inter, je trouve que c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que justement, tu arrives et tu vois, ça claque. Et tout de suite, tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter, trouver la bonne solution. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'en intervention, nous, quand on arrive, on sait sur quoi on va. Et ça, c'est... Avec la BRI, tu sais, quand tu es dans une colonne d'assaut, tu sais qu'il y a dedans à peu près. Potentiellement, ouais. Et ça, c'est le jour et la nuit. Que là, sinon, tu descends dans la police, tu sais pas où tu es, quoi. En gros. C'est ça, c'est exactement ça. Et ensuite, tu te retrouves donc à l'ABI, donc il y a la brigade d'intervention. C'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, l'ABI et la BRI se rassemblaient sous l'acronyme BAC, Brigade Anticommando. Mais qui n'a rien à voir avec la BAC, en fait. Qui n'a rien à voir avec la BAC. En fait, la BAC, c'est Brigade Anticommando. Alors maintenant, ça sera tendance à changer peut-être de nom, UCT, Unité contre-terrorisme. Mais dans l'idée, ces 2 unités se rassembler pour former les colonnes d'intervention et intervenir sur les situations à risque. Donc, est-ce que tu es d'accord, avant de nous parler de l'Hypercacher et du Bataclan et des assauts que tu as donnés, est-ce que tu es d'accord de nous expliquer le matériel que vous avez sur vous? On en a ramené sur le plateau, tu es d'accord? Bien sûr. Allez, vas-y, c'est parti, on y va. Alors, on a ramené plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on a D'ailleurs, j'embrasse très fort la famille, hein, la boutique Terang, voilà, qui font du matériel pour l'aventure, l'évasion. Si vous avez des treks à faire, ça. Ils fournissent aussi des services différents. Et voilà, si vous voulez aller dans les boutiques ou sur internet terang.fr, merci à eux vraiment d'avoir amené beaucoup de matos. Et c'est grâce à eux qu'on enrichit, et c'est grâce à nos copains comme ça qu'on enrichit l'émission avec du visuel pour pouvoir montrer. Ils sont montés de Toulouse avec une voiture, avec ce matériel-là, qui est très lourd, hein, t'es d'accord? Et encombrant, ouais. Il y a 3 choses là, enfin il y a plusieurs choses. Plusieurs choses. En gros, il y a un bouclier lourd. Je vais poser ma fiche, on va le bouger si tu veux. Est-ce que tu veux nous expliquer d'abord ce que c'est que ça? Peut-être le petit. Ouais, c'est un bouclier balistique. Lourd entre guillemets, mais... Tiens, si tu veux, c'est évidemment une arme d'entraînement factice. Ouais. Qu'on comprenne. Juste regarder, tu vois, professionnel. C'est un airsoft. Ouais, c'est carré. C'est un pistolet à billes. Voilà. Ok. Ouais, c'est un bouclier balistique de classe 3. Donc, tu vois, c'est un bouclier assez... il n'est pas super lourd par rapport à ceux que nous, on peut employer. Il n'est pas super léger non plus. Hein. Il n'est pas super léger. Quand tu es un humain normal et que tu le portes... Oui, c'est attends. Oh, ça va. Il porte le 10 heures. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. On dirait un peu un bouclier de chevalier, non? 30 secondes, ça va. On dirait pas un bouclier un peu, tu sais, des Anglais, tu sais, à l'époque, je sais pas si vous avez vu Viking. Tu sais, la série, tu sais, avec la croix. Pourquoi il y a une croix, d'ailleurs? Ah, pourquoi? Il y a une raison? C'est secret. Ah, il faut pas le dire, ça? Ah, c'est un truc secret. Non, c'est pas un truc secret. En fait, si tu veux, la croix, elle est censée attirer le regard, donc elle pourrait faire converger les tirs vers la croix. Ah. Ça pourrait être ça. D'accord, ok, très bien. Ça attire l'œil, quoi. De toute façon, il y a toujours une raison à chaque chose. Hein. Ça attire l'œil. Ouais, c'est ça. Tiens, vas-y. Tu veux nous montrer, du coup, comment ça se tient? Ouais. On comprenne. Alors, en fait, il y a plusieurs types de boucliers. Celui-ci se tient plutôt d'une position facile. Hein, vous voyez. Il y a une poignée, vous prenez la poignée, il y a une sangle, on peut passer effectivement son bras dans la sangle, on peut l'attacher autour de son cou. Et pourquoi il y a ça là, des petits... Alors en fait... Pour le regard, non? Ouais, voilà, c'est fait pour pouvoir tirer en ayant la main protégée également. Ah, pour prendre appui, pour prendre appui, ouais, voilà. Tu vois, on évite de coller la culasse dessus, mais dans l'idée c'est ça. D'accord. Okay. Il y a des phares devant?
Ouais, comme sur les voitures. Comme sur les voitures. Tu peux les allumer pour qu'on comprenne un Ah, peu. putain, j'avais pas vu. Tiens. Merci. Attention, te blesse pas. Ah, t'inquiète. Donc ouais, alors ça dépend des boucliers. Celui-ci, vous avez il y a un mode intermittent, ouais. Trobe. Voilà. Ah, ok, voilà. Donc là, est-ce que tu peux filmer, tiens, qu'on comprenne. En fait, quand c'est vraiment de face, ça fait mal aux yeux. Hein. Ça va, Steph? Il est comme ça. Voilà, en fait, on se rend pas compte, mais ça fait beaucoup plus mal aux yeux quand on l'a de face et c'est fait exprès du coup pour un peu éblouir, j'imagine, c'est ça. Donc ça, c'est la vitre est par balle aussi. Hein. Merci. C'est-à-dire que c'est très, enfin, franchement, quand tu dis que c'est pas lourd, t'es gentil. Hein. Excuse-moi, tu peux. Mais comme ça, c'est pas. juste- Enfin, est-ce que c'est le tenir longtemps? D'accord, non, tu en vois vrai. En vrai, c'est hyper lourd et la vitre est très épaisse, c'est-à-dire que c'est. Ouais, tu vois, ça doit faire 4 cm d'épaisseur quand même. Alors tu sais, celui-ci c'est un classe 3, donc il est fait essentiellement pour arrêter les calibres d'armes de poing. Quand tu as des boucliers classe 4, ils sont beaucoup plus lourds. Là, Encore plus lourds. Ah, on peut parler de 10 kg de plus. Hein. Tiens, alors, je vais le mettre On là. peut parler de 10 kg de plus et c'est super encombrant et difficile à porter pour les opérateurs. Ça, c'est On plus va lourd. reparler du Bataclan tout à l'heure. C'était un bouclier, on a vu des vidéos, etc. sur roue. Alors, c'est pas ce modèle-là, Non. mais c'est des boucliers qui sont beaucoup plus lourds que ça encore. Ouais. Je vais le mettre au milieu. Combien ça pèse, ça? Celui-ci, dans cette configuration, je crois qu'il est autour de 200 kg. Ouais. 200 200 kg, ouais. Attends, putain, alors attends, pour ça. diriger mon pote. Voilà, donc en fait, on peut le. Attends. Voilà, et on peut l'ouvrir. Pas en fait, de comme bruit. C'est ça, tu peux ouvrir les volets sur le Attention. côté. Eh ouais. Attention les doigts. Voilà. Donc là, il est ouvert. Comme ça, on voit bien de derrière. On voit bien les poignées, etc. Et tu peux nous expliquer à quoi sert un peu tout? Bah, ça sert tout simplement à absorber un tir. C'est ce qui s'est passé, comme tu l'évoquais au Bataclan, le collègue qui était derrière. Ça a vraiment servi au Bataclan pour le Oui, coup. ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu 20 et quelques. 27 impacts sur le bouclier. Juste sur le bouclier. Ouais. Bah. Il y en a qui Donc sont ça a passés sauvé la vie de au-dessus. quelqu'un. Ça a sauvé la vie de quelqu'un. Il y a malheureusement eu un blessé, puisque la balistique, c'est pas une science exacte. Hein, les ogives ont ricoché sur les parois. Et on a un de nos collègues qui a été blessé à la main. Il a pris une. À la main. Ouais. Pourquoi ça bouge en bas? C'est pour les pieds? Bah, tu sais, ces ballons, oui, c'est pour protéger les pieds. C'est une plaque balistique. C'est en pas acier con comme ça, que même pour les pieds, quand tu avances comme ça de face, bah, du coup, tu peux même pas te faire toucher les pieds. Et sur les côtés, ah tiens, je refais bouger, que tu vois. C'est aussi anti-impact, hein, c'est-à-dire que si ça C'est tape ça. sur le sol, ça évite de se prendre la balle dans le pied. Quoi. Alors, anti-impact, tu sais, la balistique, c'est pas une science exacte. Alors, on a des moyens de protection. Après, on n'est pas non plus invulnérable. Il ne faut pas croire que. Voilà. Alors, celui-là a un truc très particulier. Il est démontable, ouais. Il est démontable. Il se compacte peut montrer relativement facilement. En fait, en gros, c'est très lourd hein, du coup. Et en fait, en gros, ça permet de. S'il y a un opérateur qui a envie de le prendre, il le prend comme ça en plus pour avancer. C'est cette particularité. Comme ça, en fait, il y en a 4 et il y a 4 C'est opérateurs qui escamotable. peuvent partir en plus. Alors, ça, c'est 2 fois plus lourd que celui-là. Ouais, j'imagine. Que tiens, si tu veux, regarder. Tiens, Jimmy. Vraiment. Du coup. Voilà. Ah, vache. Non, c'est super lourd et ça permet en fait d'avancer. Alors par contre là il est pas large mais c'est mieux que rien quoi. C'est mieux que rien, tout à fait. Voilà. Et donc ça c'est des trucs qui peuvent être utilisés entre guillemets à la BRI, au GIGN, dans des groupes Dans d'intervention. tous les groupes d'intervention. D'accord, très bien. Alors, toutes les unités, on va le, les unités spécialisées. on va le remettre. Voilà. Donc ça on va le remettre là-bas. Allez, c'est parti. Ça c'est vraiment le bouclier lourd donc c'est exceptionnel de l'avoir. Ouais. Ça, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est lourd en tout cas. Un sac. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont montré ce que c'était ou pas non? Ouais, je sais ce que c'est un sac d'effraction. Donc ça paraît pas. Il y a une sacoche, on sait pas ce que c'est. Et ils peuvent faire le travail un peu discrètement avant que la brigade arrive. En gros, je vous explique ce que j'en connais. Voilà, c'est un sac d'intervention. Donc ça, c'est ce qui va permettre de casser les portes, en fait, en gros, Ah, ok. Donc, de se mettre en place. Tu peux le porter au dos. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est très C'est lourd. fat, hein. Bah, tu vois, là, ça se rapproche d'un bouclier classe 4. En fait, c'est suffisamment lourd pour qu'il y ait un truc c'est lourd. pour, si tu tombes en arrière, que tu puisses l'ouvrir comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu peux plus te relever, t'es une tortue, quoi. C'est ça. Donc en gros, des gros pieds de biche, hein, je la fais très courte. Et juste un petit bélier, est-ce que tu peux montrer Alors, le petit bélier. T'as déjà utilisé un bélier? Oui, bélier, rail. Celui-ci, il est bien. En plus, il y a une protection à l'avant pour protéger les mains. Donc ça, c'est pour casser la porte, en gros. Ouais, c'est ça. Casser la porte. Avec l'inertie, ça fait sauter les gonds. Et alors après, on a... Alors ça, c'est bon, du matériel d'entraînement, évidemment. Vous allez voir, pistolet rouge. Ça, c'est le fusil que vous avez, le HK416, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est un faux, Bien sûr. évidemment, avec une vraie lunette dessus pour le montrer. Mais en gros, ça, mérite. c'est un fusil d'assaut classique maintenant pour la BRI et d'ailleurs les militaires Et français. l'armée française, tout à fait. C'est allemand. Et donc ça, c'est hyper efficace. Ouais, carrément. Et c'est une très bonne arme. Elle est en bidex, donc l'utilisation, elle est relativement facile. Puis tu vois, il y a du matériel qui est quand même assez intéressant. On travaille également avec l'Aimpoint.
L'endpoint, c'est un point rouge, tout simplement. C'est une visée. Donc ça, c'est après config. C'est une configuration qui y ressemble. Ouais. Petite poignée devant Tout à fait. et c'est parti, quoi. C'est ça. Très bien. Alors, là, c'est du matériel qui coûte très cher, hein, pour le coup, qui nous ont prêté balistique. les copains Le de poids Terang. que tu portes tout le temps sur toi, quand même, c'est beaucoup. Ça, c'est extrêmement lourd. Attends, je vais pas faire En termes tomber. de poids, si tu veux, un opérateur, il a à peu près 25 kilos sur lui. Ah, quand même, ouais. Entre le Ça- gilet, l'armement individuel, Ah, merde, il y a des et le câbles. reste, Ah non, c'est ouais, et le câble, Attends, je vais laisser ça, on va en parler après. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est un vrai casque. Voilà, c'est les C'est mêmes. ça, c'est un casque Wendy. Donc ça, c'est les casques. Voilà, c'est très dur, on se rend pas compte, mais ça tape fort. C'est très lourd. C'est les dernières générations. Et donc là, c'est des vraies lunettes quand même. de vision nocturne dessus. Donc ça coûte très cher et c'est de la classe militaire. Tu veux essayer pour voir la tête que ça te ferait ou pas? Tête de con, j'imagine. Non, Attends, on va voir. attends, avec le câble, vas-y. Une grosse... Est-ce que t'es crédible en. Attends. J'ai une grosse tête. Hein. Ah, mais oui, tu rentres pas dans le casque. Bah voilà, c'est ce que je dis, j'ai un d'un coup, à mon avis. Non, ça va encore, ça va. C'est lourd, hein. C'est très lourd. C'est très Ah ouais, lourd. c'est vrai que c'est très lourd. Hein. Et franchement, tu l'as déjà gardé combien d'heures sur une journée au max ton casque? 2 jours. Ouais, non, le pire que j'ai fait, c'est 8 heures. 8 heures. Attention, celui-ci, c'est le dernier modèle, il fait 900 grammes, donc c'est les plus légers. Quand on parle de casque lourd, c'est des gros balistiques, tu sais, avec la visière balistique, c'est 6 kilos. Donc ça n'a rien à voir. Ah vache. Ah oui, donc Celui-ci, vous avez 6 fois ça. visière au-dessus. En plus. C'est ça. Là, 6 là, fois le t'as poids un de peu ça. plus parce que t'as les JVN Ouais. dessus, mais en gros, un casque Wendy, les dernières générations, c'est 900 grammes, cela. Il y a autre chose que Terang nous a ramené. Ils ont fait le plaisir de nous ramener ça. Un mannequin balistique. Donc on peut regarder là. Hop. Ils ont tiré dessus avec un fusil à pompe avec des je sais pas comment ça s'appelle, de la chevrotine, non? Des petites, Ouais, c'est l'équivalent, c'est des petites billes de plomb. des petites Ok. billes de plomb. Et là, c'était pour montrer en fait sur des lunettes. Pourquoi c'est important de mettre des lunettes? Alors eux, ils ont des grosses visières très épaisses. Ça, c'est des petites lunettes pour aller tirer, pour éviter aussi les éclats. Ou même c'est les important. militaires ont ça d'ailleurs. important. Et ben regardez en fait, je sais pas si vous voyez bien, le plomb n'est pas passé à travers les lunettes. Ces lunettes Pas toutes mal, hein. petites, et ben les plombs ont été arrêtés au niveau des yeux. Ce qui est quand même bien foutu. C'est ce type de matériel qui est utilisé avec ce type de casque. Ok. Ah tu peux, oui, parce Bah que oui, les parce que là, militaires, y a tu pas vois, de ils ont des visière. lunettes de soleil, enfin blanches, et on se demande toujours Ouais, mais c'est pourquoi. des lunettes balistiques, ouais. Oui, c'est pour arrêter les petites balles. Exactement. Les éclats aussi, c'est super important. Alors ça arrêtera pas une balle de Kalachnikov. C'est sûr. Ah ouais, non. Si vous avez une balle de Kalachnikov qui vous tire dessus, est-ce que tu veux bien montrer la protection qu'il y a dans le gilet? Ah En ouais. fait, dans ce gilet, donc c'est le même qu'ils ont à la BRI, sauf que là c'est un couleur vert olive. Il y Alors, a c'est- plusieurs coloris. C'est pas spécialement le même parce que Enfin, tu sais, c'est le même genre gilets, de ouais, c'est porte-plaque, quoi. les mêmes propriétés. Ouais. Donc là il y a une plaque sur laquelle ils ont tiré 3 Ils ont déjà balles tiré dessus, hein, putain, pour nous oui. montrer. Donc hyper gentil. Ah, la vache. à eux. Donc ça c'est une balle de Kalachnikov, Wow. 7,62-39 perfo. Donc c'est vraiment des balles que très peu de gens ont, heureusement. Et ben regardez derrière. Ça m'a toujours étonné ce qu'il y avait dans les trucs là. Et ben derrière, attends, on va bien montrer. Ouais. Et ben ça n'a pas. Ah, ça fait un Ça petit va coup. traverser. Mais je pense que ça fait quand même Ça fait un fortement petit, mal, un petit non? cône de défense. Bah, en fait ça peut te casser une Ouais, côte, ça casse les côtes, mais ouais, au c'est moins. ça. Moi, t'es pas mort. Ouais. Donc ça par exemple vous en avez vous? tous, ouais. Ouais, on les Des plaques fait. aussi grosses que ça, plus grosses? Bah, tu vois, en gros, c'est des plaques de protection balistique qui sont faites pour protéger les zones vitales. Donc, tu en as une devant, tu en as Avec, une derrière, tu peux en avoir sur les côtés. Et en dessous, tu as l'autre partie, tu vois, qui va peut-être pas être facilement escamotable. Tu as vu qu'elle est là, Ouais. qui est, Et une autre euh, partie. Qui est sur le côté. Et donc en gros si jamais Non, on non, tire dessus. qui est de face. En fait, ça correspond au gilet discret qu'on porte tous les jours. Ah Eh, oui, il pousse à la salle en plus, à cet enculé, regarde. Attends, et ta plaque là, si jamais on te tire dessus avec une balle de Kalachnikov sur le casque, est-ce que ça rebondit sur un casque comme ça? Est-ce que c'est par balle? Non, c'est pas par balle, c'est par éclat, ça arrête du petit calibre. Mais celui-ci, Kalachnikov. il n'arrêtera pas. Donc faut faire attention. Il faut faire attention à tout. le hein, temps. t'as- Ouais, Merci beaucoup pour les Globalement, explications. Merci beaucoup. Merci pour les explications. Je rappelle Philippe de Paris, qui est auteur, intéressant. ancien membre de la BRI, qui a écrit donc BRI, les formes de l'ombre, chez Marailleux Éditions, polar au cœur de l'Antigang. Il y a plein d'anecdotes, là, on en a parlé de quelques-unes. Toi, tu as vécu durant ta carrière, donc après Charlie Hebdo, tu as vécu l'attaque à l'hypercachère. Ouais, Tu étais dans les colonnes d'assaut. tout à fait, ouais. Alors, tu as vécu, je ne savais pas, moi, c'est toi qui m'as expliqué ça, mais en fait, vous étiez bloqué sur le périphérique au départ. Non, en fait, ce qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo, on a eu quelques jours, les jours suivants ont été compliqués, étant donné qu'il fallait chercher à droite, à gauche les auteurs de la tuerie. Donc on est parti, tu vois, on est sorti du département parisien, on est parti dans le 60 où on a crapahuté. Tu me parlais tout à l'heure, tu me demandais combien de temps j'avais pu garder mon casque lourd. Donc le soir, c'est relativement éprouvant, c'est même nerveusement, tu vois, c'est un ensemble. Et on avait ce cumul de jours et le vendredi, on a eu des informations sur une potentielle localisation. Donc on est parti faire ce qu'on appelle les vérifications. Et en chemin, il s'est passé ce qui s'est passé à l'hypercachère, donc à Koulibaly, là. savoir l'attaque. Donc on a été dérouté.
et on est passé par le périph'. Sauf que, comme c'était porte de Vincennes, la circulation était complètement saturée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a lâché toutes les voitures, et on est parti avec le matériel directement sur site, tu vois. Vous avez dû courir? Ouais, courir, c'est un bien grand mot parce qu'en lourd c'est compliqué, mais on a progressé rapidement pour se rendre sur place et prendre position. Et par la suite, en fait, lorsque la circulation a commencé à être fluidifiée par la DOPC qui s'occupe de gérer tout le dispositif, les gars ont fait un travail fantastique parce qu'ils ont monté chaque véhicule sur des véhicules, des grues, tu sais, des véhicules de fourrière, et ils nous ont remonté tous les véhicules du périphérique sur la porte de Vincennes. Ah là là. Comment ça se passe un assaut comme l'Hypercachère? Vous entraînez pendant des années. Comment ça se passe juste avant l'assaut là pour toi, typiquement? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit merde, qu'est-ce que je fais là? Ou est-ce que tu t'es dit je suis bien content d'être là pour aider la France? C'était dans quelle mentalité à ce moment-là? C'est relativement neutre. Là, je parle bien évidemment me concernant dans le sens où voilà, j'étais sur place et moi j'aime bien rester entre guillemets dans ma bulle, penser à ce que je vais faire. Tu vois, si je commence à me disperser en pensant à ma famille, à balancer des SMS à mes proches. Focus sur le... Ouais, c'est ma façon de faire. Je préfère rester focalisé, tête dans le guidon. Bien évidemment, à l'issue, tu balances tes messages. Pas pour ça qu'on pense pas à ce qui va se passer, bien évidemment. Là, c'était quelque chose d'exceptionnel, on va pas se mentir. C'était jamais arrivé depuis... Sur le sol français? Ouais, sur le sol français, globalement. Une prise d'otage de ce type avec un périple meurtrier. Et là, ce qui posait aussi problème, c'est qu'il y avait des explosifs. Donc les explosifs, autant aller chercher un homme, tu sais ce que tu vas chercher entre guillemets. L'explosif, c'est différent, tu vois, tu sais pas trop. Moi, c'est à la limite la partie qui me posait le plus d'interrogations. Tu savais que toute la France vous regardait à ce moment-là? Tu savais qu'il y avait toutes les caméras en plus braquées sur vous? Ça rajoutait quelque chose, ça ou... Non. Pour ta famille, j'en sais rien. Est-ce que tu te dis merde, il y a tout le monde qui regarde? Tu sais, effectivement, tu sais que tu es en champ ouvert, donc forcément, il y a les caméras partout, mais on les voit pas. Enfin, moi, personnellement, je les ai pas vus, je m'en suis même pas occupé, c'était le cadet de mes soucis. J'avais mes collègues, on savait ce qu'on avait à faire. Voilà, il y avait une mission à remplir et je pense que tout le monde l'a fait du mieux possible. Comment ça se passe l'assaut? T'étais où au moment où ça part? Alors l'assaut, initialement, j'étais sur la rampe du périphérique et puis il a fallu renforcer le haut, donc il fallait 2 personnes, donc j'y suis allé avec un autre collègue. Tu avais, si tu veux, sur un angle droit de bâtiment, tu avais le côté où il y avait le raid et nous on était sur le côté extérieur et on devait passer sur la porte arrière. C'est la BRI qu'on a vu à la télé avec le fourgon noir, là, c'est ça? Ouais. Alors tu vois le fourgon noir, mais devant, là où il y a la confrontation, c'est le raid. D'accord. C'est le raid. Ce qui est dans l'idée, on devait rentrer par la porte de derrière, sauf que comme elle était difficilement accessible dû aux encombrements qu'il avait foutus derrière, le raid a donné l'assaut. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres, toi? Alors moi, quand je rentre, Koulibaly est déjà mort. Les collègues du raid l'ont exfiltré, il est à l'extérieur. Donc après, on rentre dans le bâtiment, on fait jonction avec les collègues de la BRI et de l'ABI qui sont rentrés, et il reste les sous-sols à fouiller. Mais la situation, elle est déjà... Là, tu sors les otages? Les otages, ils sont sortis quasiment concomitamment avec l'entrée des gars du raid. Tu sais, ça a été relativement vite puisqu'ils étaient au fond. Après, il restait du monde en bas. Donc ces gens-là ont dû être exfiltrés. Les gens qui s'étaient cachés? C'est ça. Les fameux gens, je crois qu'il y en avait sur des chaînes d'infos, ils avaient dit il reste des gens, etc. Ces gens-là, donc ça, vous les voyez? Alors moi, je les ai pas vus. Ils sont sortis. Tu sais, c'est un tel brouhaha qu'en fait, tu restes focalisé sur ta mission et il y a plein de choses. Je ne vais pas dire que je les ai occultées, mais les otages, voilà, je m'en suis pas... Tu arrives à, je sais pas s'il y a des gens décédés ou s'il y a des trucs, tu arrives à enlever ça de ta tête et à rester focus sur la mission? Il faut. Tu sais, nous, à notre niveau... Tu pourrais te laisser choquer non, par l'image, je comprends. Mais... Rester focus quand même. Ouais, t'es focus. Franchement, là, je te parle pour moi. Moi, je me suis pas occupé. Malheureusement, les victimes, elles sont là, bien évidemment. Je te dis pas qu'on les voit pas, mais on a une mission à faire. Donc la mission, elle est prioritaire. C'est quoi la moyenne d'âge des mecs sous la cagoule avec toi? On a du mal à s'imaginer quand... Alors, à l'époque, je le fais à l'époque, avant 2015, je crois qu'à la BRI, la moyenne d'âge, c'était à peu près 40 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand vous finissez l'assaut? Vous vous prenez dans les bras? Comment ça se passe entre vous? Alors, déjà, on est content parce que je vais pas dire qu'on n'a pas de blessés, on a eu des blessés. On a un collègue de l'ABI qui avait pris une ogive une blessure par balle au niveau du mollet. Donc lui, on savait qu'il était tiré d'affaire, mais il a dû partir au bloc. On est content d'être vivant. Le point positif, c'est qu'on s'est retrouvés tous le soir. Tout le monde avait décidé de se faire un resto pour évacuer. Et ça a fait un petit système de sas, tu vois.
Ouais. Et ça, c'est Avant d'entrer intéressant. chez soi Ouais, avant d'entrer chez soi. Putain, fort. Ouais. Ah, vous êtes allé au resto après, tous Ouais. ensemble avec la BRI, le RAID, tout ça Non, chacun BRI. a regagné un petit peu ses locaux, ses bases, et on a fait chaque chose de notre côté. Pour la petite histoire, la BRI, quand ils sont revenus, à l'époque, sont revenus au 36, tu avais tous les effectifs du 36, brigade des stupes et les autres directions, qui les attendaient dans l'escalier en les applaudissant. Tu vois, on a eu des images qui étaient assez fortes à ce niveau-là. Normal. Félicitations Les encore une fois du conférences. coup de la part de tout le monde. C'est normal. C'est vrai que c'est un sacré boulot quand même. Hein. Alors, on parlait du véhicule noir. Tu sais, il y avait un véhicule avec marqué BRI. Ouais. On a eu la chance avec Jimmy. Oui. On a contacté une boîte. Il y en a plusieurs, des sociétés qui fournissent des véhicules blindés. Là, c'est la marque Arcus, je ne sais pas si tu connais. Ouais. ARQUUS, et qui est une marque incroyable, c'est français. En fait, c'est l'ancien Renault Truck Défense. Donc à l'époque, c'était Renault qui avait une branche militaire. Et en fait, ils nous ont ouvert la piste d'essai. C'est hyper intéressant. C'était, on a des des Sherpa, Ah, voilà, Light Scout et Sherpa Force Spéciale. Et on est allé sur la piste de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Ils nous ont ouvert ça. Très très gentil, Ah non, mais adorable. on a vécu un truc agréable. Regardez ce moment qu'on a vécu avec Jimmy. Alors on est à côté de Paris avec Fred. Salut Fred. Salut. Salut mon Fred. Qui travaille chez Fred, quel ringard. Travaille chez Arcus. Arcus, c'est anciennement Renault Truck Défense. Exactement. Donc c'est c'est une branche de Renault. Maintenant ça s'appelle Arcus. Vous faites des véhicules blindés donc, qui peuvent être achetés soit par l'armée, soit Majoritairement par l'armée. ouais, en général, c'est rarement les épiciers qui se promènent avec ce C'est type ça. de véhicule. Mais ça peut être aussi acheté par les groupes d'intervention. Oui, tout à fait. De ouais. la police, Ministère de l'Intérieur, de ministère de la gendarmerie. Défense. ouais. Donc là, on a deux, ça s'appelle des Sherpas. Oui. Je vous fais rapidement un tour pour qu'on comprenne bien. Ça, c'est pour mettre des mitrailleuses. Oui, exactement. Donc On en fait, bascule le pare-brise et on installe une mitrailleuse pour que le chef de bord puisse se protéger, enfin puisse protéger le véhicule. en gros, tu as une mitrailleuse là, tu peux en mettre une dessus. Oui, exactement. Et tu peux en mettre deux derrière. C'est-à-dire là, tu as les sièges. Et là, tu peux mettre une mitrailleuse et tu la tiens comme ça, en Exactement. gros, c'est ça. Le principe, c'est d'avoir deux hommes à l'arrière qui surveillent tes deux secteurs à l'arrière, une arme collective pour protéger le véhicule, on va dire à plus longue distance, un pilote, un chef de bord. Maintenant, Ça, il y a c'est la version fermée semi-ouverte. qui est à côté. Exactement. Qui sert à qui, la version fermée? Elle sert surtout en reconnaissance, patrouille, etc. La grosse différence, c'est qu'on est sur un véhicule plus protégé. Toute la cellule de survie est blindée. Ça, c'est une meurtrière. Ouais. En Ça fait, va tu tire, tires et après tu Parce tournes. que tu pousses et tu tournes. Ah ouais. Et donc là, salut, boum. Et bien ici, tu peux passer une arme histoire de tirer si jamais tu te fais attaquer de près. C'est jamais bon signe si on utilise des meurtrières. C'est jamais très bon signe. Et alors, dessus, vous pouvez voir, il y a une tourelle robotisée qui est magnifique. Il y a un joystick à l'arrière. On va vous montrer comment ça marche, c'est assez intéressant. Donc là, regardez. Joystick ici. T'enclenches, on entend le bruit sur le toit. Déjà, tu sens que ça rigole pas. Et là, j'ai un joystick. Donc là, regardez, je vais vers la droite. Tac. Et là, dans l'écran, je peux voir, je peux mettre le détecteur de chaleur. Donc là, boum, je les passe en caméra thermique. Donc là, tu vois où il y a des points de chaleur. Tu vois, par exemple, là sur la voiture, regarde, c'est très simple. Tout ce qui est noir, voiture blanche là, notre voiture de prod et tout. Là, tu vois, typiquement, c'est simple. Hein. C'est tout ce qui est noir, ça prend le soleil et donc ça se réchauffe. Donc tu vois vraiment, c'est hyper précis quoi. Bon, est-ce qu'on peut essayer ce véhicule? Est-ce qu'on peut rouler avec? On peut rouler avec Bon ça. allez, c'est parti, on va tester maintenant en roulant, on va faire des petites montées, On des va petites passer aux choses descentes, des lignes sérieuses. droites, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc là, on va faire la route sur le côté, c'est ça? Ça va se pencher un petit peu. Donc là, il y a une espèce de montée, mais alors qui est d'une brutalité. On s'en rend pas compte à l'image, mais c'est du 50%, donc c'est-à-dire que tous les 2 mètres, tu montes d'1 mètre. Ah ouais, ça fait vraiment grand 8 quoi. Eh, t'as quand même pas envie que le véhicule il parte en arrière. Hein. La descente, c'est parti. Vers le ciel. 50%. Ah bah voilà. Eh, tu sais quoi, j'ai l'impression d'être dans une fusée qui va décoller. J'ai l'impression d'être dans la Rafale. C'est le nouveau, le Scarabée. Les 4 roues tournent. C'est vraiment les futurs véhicules qu'on verra dans quelques années. C'est vraiment une exclue, une chance de l'avoir pour nous. Et donc il accélère très fort.
C'est incroyable, il y a la même tourelle dessus, sauf que ça accélère très très fort. Et les portières s'ouvrent sur les côtés, un peu comme sur un van, un taxi en gros. Voilà, on a pu tester les véhicules. Merci beaucoup à Fred, à Didier. Expérience incroyable. Voilà, pour le test assez incroyable. Juste, je voulais rajouter un truc qu'on m'a précisé. Vous voyez l'œilleton là sur la tourelle, là où il y a les caméras de visée, etc. En fait, il y a un système qui est incroyable. C'est-à-dire que quand tu suis des gens et s'il y a de la boue, de la poussière, le truc il re-rentre, il tourne, il va vers le bas, il y a un truc qui le nettoie avec de l'eau et hop, ça remonte et ça revient propre. Il y a une femme de ménage à l'intérieur qui carte. Non, mais il y a un système, il y a un système pour laver les optiques. Ouais. Donc pour que ça soit toujours nickel et tout, il y a plein d'options sur ces véhicules. Donc c'est la marque Arcus. Voilà, donc merci à tous les deux de nous avoir accueillis. Avec plaisir. C'était bien marrant de faire des petites montées, petites descentes et tout. C'est la nouvelle technologie. Et puis on fera pas ça 2 fois quoi. Ah oui, je referai plus, je croyais. Non, on fera pas ça 2 fois, je veux dire. C'est une chance dans notre vie qu'on a bien aimé faire, tu vois. Ah, je suis d'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo tout le monde. Voilà. En gros, c'est des véhicules comme ça, c'est-à-dire des transports qui sont complètement hermétiques au bal, où vous pouvez vous approcher au plus près, c'est ça? C'est à ça que ça sert les En gros, véhicules noirs? ça sert à ça, ouais. Pour du transport aussi de troupes, entre guillemets. Ouais. Toi, t'es déjà arrivé de faire un assaut dans... Ça nous a servi à l'hypercachère. Tu vois, le camion bac, il a servi en gros à faire écran. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a la colonne qui était cachée derrière. Il a servi à faire écran et à mettre les otages derrière pour les protéger. Voilà, merci à Marin Tollet pour l'accueil à Arcus. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Alors, vraiment, je sais qu'on a beaucoup d'entre vous qui regardent et je me promenais à Millipol, le salon militaire, et j'ai croisé les gens d'Arcus. Du coup, c'est vraiment des choses qui se montrent assez rarement. Ils nous ont ouvert les portes de ça. Ouais, après, ça, c'est vraiment des besoins pour l'armée plus que pour les groupes d'intervention. La mitrailleuse, j'imagine que ça vous avez pas. Non, ça n'en a pas. C'est un peu beaucoup. Dans 2 minutes, on va montrer, pour terminer l'émission tout à l'heure, tu as amené une grenade avec toi. Une grenade électronique. Ça, c'est pour montrer qu'en fait, il y a les nouvelles technologies qui permettent de. Parfois, il faut faire des assauts et pour éviter de tuer les gens, pour parler clairement. En fait, pour vous expliquer, ça fait un peu de bruit, c'est un peu le but. Donc, du coup, on a donné des petites boules caisses à tous les membres du public. Préparez-les, les mettez pas, mais ça va se passer dans 2 minutes. Donc, si vous voulez déjà les préparer pour après. Tu as vécu l'assaut du Bataclan. Ouais. Tu étais dans une des 2 colonnes. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as vécu là aussi? Parce que nous, on a vu ça de l'extérieur. En fait, si tu veux, le Bataclan, c'est une salle de spectacle, ça vous le savez, ça fait un espèce de U ou un fer à cheval. Et de part et d'autre, il y avait deux portes en symétrie. Donc la colonne alpha était positionnée là où il y avait une menace avérée. Okay, et nous, on était positionnés vers l'autre porte parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait derrière, tout simplement. Donc eux, comme de l'autre côté, ils étaient sûrs qu'il y avait du monde. Et le chef de groupe a eu la présence d'esprit de demander de faire monter le sarcophage. C'est un grand bouclier en fait, si vous voulez. C'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas les volets sur les côtés. Okay. Donc ils ont mis ça en protection balistique pour protéger la colonne. Et nous, de l'autre côté, on s'est mis en position également pour donner l'assaut. Quand vous rentrez, c'est pareil, tu arrives à être focus ou... Écoute... Le désastre, en fait. Ouais, là, ça n'a rien à voir avec l'hypercachère, bien évidemment. Carrément, il y a beaucoup de victimes. C'est des victimes de tous âges. Il y a des jeunes comme dans la salle. Il y a des gens qui auraient pu être, qui avaient l'âge de nos parents. Moi, le premier truc, et ça, c'est perso, je me suis dit, n'y pense pas. Et je suis retourné dans ma bulle, et c'est à mon sens ce qui m'a le plus servi, parce que je suis resté, comme sur les autres interventions, focus. Après, tu sais que voilà, c'est une grosse intervention et on a un travail à faire et il a fallu le faire. Donc, on se met en position. Si tu veux, en fait, en chronologie d'arrivée, la colonne alpha, elle a vraiment vécu des trucs horribles. Et je te parle même pas de ce qu'a vécu également les collègues de la BAC, parce qu'il faut en parler aussi, les primo-intervenants. Donc, tu vois, ça a été éprouvant pour tout le monde. Et je te parle pas des autres services de pompiers. Bref. Et donc, lorsqu'on se met en position, l'assaut, il est rapidement donné. Donc, on a le top inter rapidement. Et là, c'est l'enfer, tout simplement, parce que lorsque le top inter est donné et que les collègues de la colonne alpha ouvrent la porte, il y a, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le bouclier qui est rafalé de haut en bas par les tirs de Kalachnikov. Donc nous, on est sur le côté, on essaie de progresser en symétrie sur notre porte. On a du mal à rentrer parce que les otages ont mis des choses derrière. Et puis tu te dis que si jamais ça traverse, comme la balistique, c'est pas exact, tu peux en prendre une aussi. Et donc l'intervention se fait. La colonne alpha neutralise la menace. Et après, on les rejoint pour leur prêter assistance. Après l'intervention. Et moi, ce qui était positif pour moi, c'est qu'à la fin, tu vois, quand on a rejoint la colonne alpha, il reste une petite pièce et on traite cette petite pièce, c'est un local technique
Et c'est un truc tout con, mais il y a une échelle. Il y a des barreaux sur le mur. Et forcément, s'il y a des barreaux, si nous on le voit, il y a quelqu'un a pu y accéder. Donc on ne sait pas ce qu'il y a en haut. Et on traîne un petit peu avant de monter ce truc. Tu vois, on tourne pour arriver. Et on fait, si tu veux, un système de roulement pour pas toujours le même qu'ouvre la trappe. Et la trappe, on n'arrive pas à l'ouvrir au départ. Ça tombe sur moi. Donc tu vois, je monte, j'ouvre la trappe, je rentre, je suis suivi par mon collègue. Et en haut, en fait, si tu veux, on arrive dans les combles du Bataclan. Donc j'ai 2 portes en face de moi, j'ai un mur sur la gauche, moi je reste focalisé sur mes 2 portes et mon collègue qui arrive derrière, tout d'un coup il donne des injonctions, monte tes mains. Tu vois, là j'ai un coup de flip parce que je m'y attendais pas, pour moi c'était fini et en fait si tu veux la bonne surprise c'est qu'au-dessus il y avait une trentaine d'otages. Il y avait une trentaine d'otages qui étaient dissimulés sous le toit. Et moi, quand mon collègue il éclaire, j'ai cette image un peu, je m'excuse pour lui, mais je vois un mec en t-shirt et c'est un gros barbu. Je me dis putain, qu'est-ce qu'il fout là? Et ouais, je suis otage. On est otage, il dit. Donc ouais, c'est un peu lunaire, tu vois, comme situation. Donc on continue à progresser et à nettoyer la zone. Et il y a une chaîne qui se met en place pour évacuer les victimes, enfin les otages, les victimes. La problématique qu'ils rencontrent, c'est qu'il faut les faire descendre par l'échelle et repasser par tout le cheminement où il y a eu l'intervention. Donc pas ouais, et puis ils voient la salle. Ouais, mais c'est ce que disait un des chefs de groupe quand ils sont descendus. Je leur ai dit regardez pas par terre, et c'est humain. Regarde pas par terre, tout le monde regarde par terre. Et t'as exfiltré un enfant, je crois, de là, c'est ça? J'ai pas exfiltré un enfant. En haut, si tu veux, dans le lot, il y avait un enfant. Il y avait un gamin, je sais pas quel âge il avait, mais ce gamin, tout le monde l'a vu parce que tu vois, dans les récits, ça concorde. Et quand les copains le font descendre, en fait, ils lui mettent une cagoule pour pas qu'il voit ce qui se passe en bas. Pas traumatisé, quoi. Ouais, et ce gamin, je l'ai revu sur une commémoration il y a 2 ans. Il était plus grand, donc Il t'a pas reconnu parce que t'avais la cagoule? Non, mais moi, de toute façon. Non, je l'ai pas reconnu. Non, j'ai fixé aucun visage. Tu vois, après et comment t'as su que c'était lui? Parce qu'en fait, gamin, non, mais il y avait des victimes de ce soir-là qui étaient là, des gens. Et en parlant, on me demandait où j'étais. J'ai dit voilà, j'étais là. Et il me dit voilà, j'étais là avec mon fils. Et il y avait le gamin. Mais le gamin, je crois qu'il n'était pas que son père ce soir-là. Son père était présent, mais caché au niveau inférieur. Et il était caché avec son fils. Séparé de son fils. C'est ce que j'ai compris. Après, je me trompe peut-être. Et tu l'as salué? Oui, mais tu vois, c'est assez. Je suis pas trop fan de ça. C'est pour ça que ça s'appelle les formes de l'ombre, la BRI. Félicitations encore une fois pour tout ça. Avant de se quitter, on va prendre 30 dernières secondes. Il nous reste 30 secondes c'est parti. De temps. Mettez les boules caisses, les amis, si vous voulez bien. Dans le public, on met des boules caisses, on va tirer. Si vous êtes épileptique, regardez pas la séquence. C'est pour montrer une grenade électronique. Ça fait 100 décibels, donc c'est pas plus qu'une moto qui passe très fort. C'est pas non plus, voilà. C'est juste qu'il faut s'imaginer quand t'es pas prévenu, quoi. Il y a 2 types de grenades, enfin c'est à peu près les mêmes. Tu vas en jeter une en fait, c'est ça? Non, j'adore, je rigole. En gros, celle-là, elle est lestée, donc je sais pas si à quelle caméra on peut montrer. Je vais juste la jeter sans l'allumer, hein. C'est juste pour montrer. Voilà, regardez, je la fais rouler. Et en fait, elle va se remettre forcément droite, hein, comme un culbuto, les jeux pour enfants là. Et en fait, ça va se mettre à flasher là, voilà. Et là, ça fait ce mouvement-là, et en fait, ça suffit pour éblouir quelqu'un dans une pièce. Vous avez tous ces boules caisses, c'est bon? Ou les doigts dans les oreilles, au pire, hein, ça va. Quand tu veux, si tu veux la jeter là, on la montre. Allez. Vas-y. Alors, c'est ça. Ça va durer un quart d'heure, par contre. Hein. Ouais, c'est une alarme de voiture, quoi. Ouais, un peu boosté. C'est ça. Alors, stop. Voilà. Donc ça, c'est une. Je vais essayer l'autre pour montrer un peu ces 2 types de grenades. Comme ça, vous aurez un peu les nouvelles technologies qu'utilisent les groupes d'assaut. C'est intéressant. Il faut appuyer une fois, ouais. Une deuxième, voilà. Et ça permet en théorie de gagner 2 secondes parce que le mec va regarder ce qui roule. En fait, c'est pas un truc pour faire mal, c'est juste hop, t'arrives avec un. Ça fait diversion. Merci beaucoup, Philippe de Paris. Merci à vous. Les pommes de l'ombre. Merci. On aura fait plein de trucs. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Jimmy, on se retrouve très bientôt.